Les amis, bonjour, j'espère que vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. Mon polo bleu et moi, on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler des bonnes pratiques du placement. On va en voir une en particulier ensemble. Donc restez avec moi, on voit ça tout de suite. Bonjour les amis, nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va voir les bonnes pratiques du placement, en particulier une. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai eu la chance de rencontrer une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine il y a de cela maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui bêtement m'ont fait mon éducation financière. Avant cela, mon éducation financière, c'était zéro. Ils m'ont donné les outils, les connaissances, les techniques, les réflexes à avoir afin de pouvoir investir mon argent et pouvoir développer mon indépendance financière. Ma mission maintenant, aujourd'hui, c'est de partager ces connaissances avec vous parce que bêtement, l'éducation financière, ce n'est pas enseigné à l'école et c'est bien dommage. Je pense que ce serait plus utile que d'apprendre cosinus et sinus. Mais bon, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Et donc, j'ignore comment vous êtes tombé sur cette chaîne, mais si vous apprenez quelque chose ou que quelque chose vous intéresse, que vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager, car c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde et aider un maximum de monde à avoir les connaissances, les outils et les réflexes qui leur permettent d'investir leur argent sereinement et de développer leur indépendance financière. Alors sans plus tarder, on va attaquer aujourd'hui les bonnes pratiques du placement avec la bonne pratique du placement numéro 1. Donc les amis, vous avez à l'écran la représentation de l'évolution des différentes classes d'actifs depuis 1950. Alors quand je dis différentes classes d'actifs, je vais vous mettre la vidéo là sur la différence entre un actif et un passif. Pourquoi je précise cela? Car quand on investit, on achète de l'actif et non pas du passif. Les différentes classes d'actifs, c'est quoi? C'est l'or, les métaux précieux, c'est le monétaire, c'est les actions, les obligations, l'immobilier, et qu'est-ce que j'oublie encore? Je n'ai rien oublié. Alors, qui parmi vous connaît la différence entre une action et une obligation? Levez le bras. Ok, super. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre une obligation et une action, c'est plutôt simple. Une action, qu'est-ce que c'est? C'est une part d'une société, une petite part d'une société. Quand vous achetez une action Apple, vous détenez une petite part d'Apple. Cela vous permet d'avoir accès à plusieurs choses. Tout d'abord, un droit de vote en assemblée générale, également de pouvoir toucher des dividendes. Quand une société fait du bénéfice, qu'est-ce qu'il se passe? Elle redistribue une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Vous étant actionnaire, vous pouvez toucher donc ces dividendes. Alors bien sûr, les dividendes et les droits de vote dépendent du nombre d'actions que vous détenez. A l'inverse, une obligation, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à une société ou à un État, et en échange, de la même façon que quand une banque vous prête de l'argent, vous payez des intérêts, cette société ou cet État va vous payer des intérêts. Sauf que dans le cadre d'une obligation, les intérêts s'appellent des coupons. Donc, bêtement, quand vous achetez une obligation, vous achetez de la dette. Vous prêtez de l'argent à une société, à un État, et il vous paye des intérêts en échange. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit donc cette évolution sur plus de 70 ans. Et bêtement, qu'est-ce que l'on voit? C'est que tout va à la hausse. Bêtement, depuis que les marchés financiers existent, bien sûr, il y a des crises, bien sûr, il y a des moments où ça descend, mais sur l'horizon moyen-long terme, on voit que la tendance est à la hausse. Deuxième chose que l'on voit aussi, c'est que oui, il y a des crises et il y a des choses qui évoluent plus que d'autres et donc qui ressentent plus les crises que d'autres. En particulier, on le voit, c'est les actions. Les autres courbes sont plutôt lisses, les actions, c'est un petit peu plus en dents de scie. Et petite digression
pour ceux qui sont vraiment, qui aiment bien les courbes, on voit qu'il y a une petite corrélation entre les actions et l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'or est une valeur refuge. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en période de crise, les investisseurs peuvent prendre peur, ils vendent leurs actions, qui est l'investissement qui est peut-être plus risqué pour eux, et se réfugier en achetant de l'or. Donc qu'est-ce qui se passe? La valeur des actions descend, la valeur de l'or monte parce que plus il y a de demandes, eh bien, plus la valeur de quelque chose monte, et inversement. Quand on inonde le marché d'actions, eh bien, la valeur de cette action descend. Et ensuite, eh bien, quand la crise est passée et que l'économie est de nouveau florissante et que la confiance est là, les investisseurs achètent des actions, le cours des actions remonte et le cours de l'or, lui, redescend, car pour acheter ces actions, eh bien, ils vendent l'or qu'ils avaient acheté en sûreté. Voilà. Donc, morale de l'histoire, ce qu'il faut retenir là, c'est que sur un horizon assez long, eh bien, les marchés financiers et les différentes classes d'actifs ne font que d'augmenter. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus dans le détail. Vous voyez maintenant à l'écran représenter ce qui se serait passé si, sur ces 70 années, vous aviez investi sur la pire année et sur la meilleure année. Donc prenons le premier dessin. Si vous aviez investi, vous avez choisi vraiment d'investir une seule année et par le plus grand des malheurs, vous avez choisi la pire des années, eh bien, bonne nouvelle, vous n'avez pas tout perdu, vous perdez 41%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de la même façon, si vous aviez par le plus grand des hasards, la plus grande des chances, choisi d'investir seulement une année et que vous aviez réussi à sélectionner la meilleure des années, eh bien, votre portefeuille aurait connu une performance de plus 62%. Plutôt pas mal. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on allonge l'horizon. Eh bien, si on prend les 5 pires années, eh bien, on voit que tout d'un coup, de moins 41, la pire des années, eh bien, si on prend les 5 pires années, on passe à moins 7%. Donc tout de suite déjà, la perte là est moins grande. Alors bien sûr, c'est une perte, mais il faut se dire, c'est qu'on a quand même choisi les 5 pires années. Et de la même façon, si on choisit eh bien, les 5 meilleures années, on ne va pas avoir une aussi belle performance à 62%, mais on est quand même à 37%, ce qui est quand même pas mal. Et de la même façon, quand on allonge l'horizon, eh bien, quand on prend les 8 pires années, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus à moins 7, mais à moins 4. Et on est par contre, si on prend les 8 meilleures années, on est à plus 26 et plus 37. Et de la même façon, en étend encore l'horizon, eh bien, on passe à moins 2%, donc, et sur les 2 pires années, et à 25% pour les 10 meilleures années. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? C'est que plus on étend notre horizon de placement, eh bien, plus le risque diminue. Tout simplement. Alors, certains me répondront les gains potentiels également. Oui, c'est vrai que si on arrivait à trouver la meilleure des années juste à miser sur celle-là, ce serait magnifique, mais sauf que ce n'est pas possible parce que eh bien, on ne peut pas prédire l'avenir et connaître comment les marchés vont se comporter. Même si certains le prétendent, les performances passées ne présagent pas du futur. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que pour gérer son risque et son exposition, eh bien, plus on a un horizon de placement long, eh bien, plus le risque diminue. Alors sachez également que la performance annualisée des actions sur les 65 dernières années, c'est 11% brut. Donc on a quand même une très jolie moyenne de marché. Et donc pour rebondir sur ce que je disais, plus l'horizon de placement est long, plus on va s'approcher de cette moyenne de marché et on va diminuer notre risque. Donc, morale de l'histoire, la première bonne pratique du placement, c'est quoi? Eh bien, c'est que la durée de détention diminue le risque. Donc, je parle bien d'investissement, je ne parle pas de trading, d'acheter pour revendre, pour racheter pour revendre, je parle d'investissement, on achète et on laisse le temps faire son action, et bien plus votre horizon va être long, moins votre placement sera risqué.
Donc voilà les amis, la bonne pratique du placement numéro 1, le temps est votre allié. Et cela va bien sûr, cette règle est valable bien sûr pour les actions, pour les obligations, donc les actifs qui sont cotés en bourse, mais également pour l'immobilier. L'immobilier, vous le savez, il suit quand même une courbe ascendante et forcément, il va connaître des crises, comme par exemple en ce moment, on parle de crise d'immobilier, mais sur un horizon assez lointain, eh bien, cette crise va être effacée et au final, on va quand même retrouver cette courbe qui est ascendante. Donc, je me répète, quand on fait un investissement, le temps est votre allié. Et d'ailleurs, le temps est votre allié également. Quand on voit la mécanique des intérêts composés, je vous invite à aller la voir là-bas, c'est magique. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous inscrire et à appuyer sur la cloche afin d'être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et moi, je vous dis d'ici là, à très bientôt.